Alors peut-être pour introduire très brièvement donc la discussion, bon, ce qui se dégage de vos deux interventions, alors qui sont alors à la fois bon, qui apportent des éléments très différents, mais bon, en même temps très très complémentaires hein, sur des contextes géographiques extrêmement différents. Bon, enfin, je crois qu'on s'entendra tous sur le fait que vos interventions l'une comme l'autre relativise largement donc le rôle, ou alors relativise, je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais enfin en tout cas questionne le rôle des politiques de l'habitat sur leur, enfin en tout cas leur capacité donc à modifier de manière importante donc la composition sociale des quartiers, ou en tout cas pour introduire donc de la mixité sociale dans les quartiers. Alors bon, c'est aussi visible à Lille, à Nantes, à Montréal, dans le 14e arrondissement. Alors Varsovie, c'est un contexte un petit peu différent avec des politiques qui ne se réclament pas de la mixité sociale. Donc là, on peut moins directement les inclure dans cette conclusion. Alors la question que j'aurais envie de vous poser donc, à tous les deux, c'est est-ce que finalement, bon, les politiques publiques peuvent réellement, donc, alors dans un contexte où vous avez bien montré aussi tous les deux hein, le pouvoir, la pression que Magdalena évoquait à l'instant, donc des classes supérieures, bon, est-ce que dans ce contexte donc, de pression de pouvoir des classes supérieures sur le peuplement, quelle est finalement la marge de manœuvre des politiques publiques pour essayer donc de transformer donc la composition sociale des quartiers et essayer donc d'instaurer plus de mixité sociale? Alors pour prolonger cette question, alors plus sur la question des outils donc abordés par l'un comme par l'autre, est-ce qu'il faut abandonner les quotas puisque finalement manifestement c'est pas un outil qui fonctionne? Et est-ce que la perspective serait plutôt donc d'agir du côté des politiques de peuplement? Alors peut-être, bon, là Fabien aura peut-être des éléments de réponse là-dessus, de transférer peut-être, enfin de relativiser, diminuer le pouvoir des maires et transférer donc ce pouvoir à une autre échelle qui serait peut-être moins soucieuse justement des équilibres locaux, enfin bon, à mettre entre guillemets. Donc voilà, un peu sur toutes ces questions. Avant de donner la parole à la salle, est-ce que vous avez l'un comme l'autre des éléments de réponse? Donc, je sais pas. Magdalena, vous voulez commencer? Votre question est très difficile parce que je pense que notamment en France, depuis plusieurs années, cette question a été posée, comment assurer une mixité? Il faut sûrement commencer avec la définition de cette mixité sociale, ce que vous avez dit au début de cette session. Personnellement, je vois pas une réponse simple à cette question parce que, comme j'essayais de démontrer durant ma présentation, il y a une force importante, c'est-à-dire la mobilité résidentielle, le choix de ménages, leur choix où ils veulent habiter. Alors même s'il y a des politiques qui s'appuient fortement sur la mixité de gens, sur attribution de logements selon certaines qualités de gens, selon soit de catégories socio-professionnelles, âge, etc., moi, je suis pas trop convaincue si vraiment certains parts des ménages ne vont pas essayer d'éviter d'être classés par les politiques publiques. Je pense qu'ils vont choisir leur propre trajectoire résidentielle. En fait, je vois pas une possibilité de ordonner d'une part où les gens, où les ménages doivent habiter, parce que nous, je veux dire ceux qui font les politiques publiques veulent recevoir une telle mixité ou une telle répartition. Donc personnellement, je vois pas une réponse à cette question. Même quand je regardais les différentes recherches menées dans les d'autres villes européennes, d'autres pays européens, j'ai vu plusieurs débats sur les taux de logements sociaux, et il y avait des recherches concernant si par exemple le taux de 30% de logements sociaux c'est une meilleure solution que 25 ou 20%.
puis comment ces logements doivent être distribués. Donc, jusque-là, je crois que aucun pays n'a pas trouvé une solution qui pourrait être une meilleure solution pour soi-même, mais ni une solution qui pourrait être adoptée dans d'autres pays. C'est comme avec ma comparaison entre la Pologne et la France. Nous ne pouvons pas transférer de façon directe les outils, par exemple, de la politique du logement ou d'autres politiques d'aménagement du territoire de France vers la Pologne, parce que c'est pas possible. Donc, je pense pas qu'il y a une réponse unifiée pour cette question. Peut-être Fabien. Non, mais je vais complètement aller dans le sens de Magdalena, mais juste aussi pour dire, en fait, ça vous a pas échappé. Moi, j'ai présenté très vite la mise en œuvre de politiques antiségrégatives. Mais en tout cas qui se présentent comme antiségrégative. Ce que je montre, c'est qu'en gros, ça marche pas, c'est-à-dire ça change pas fondamentalement le peuplement. Après, ça m'a pas conduit à dire que je pensais que c'était une bonne chose d'avoir des politiques antiségrégatives, et peut-être est-ce l'effet de l'expérience nord-américaine, mais je le pense de moins en moins en fait. Je pense de moins en moins que la ségrégation socio-spatiale est un problème. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes dans ce que j'ai évoqué. Et précisément, je pense que les politiques que j'ai évoquées, au nom de la lutte contre la ségrégation socio-spatiale à laquelle elles ne parviennent pas, créent de la discrimination. Et la discrimination est un problème, parce que ça veut dire que des ménages concrètement de quartiers stigmatisés qui effectivement cumulent un ensemble de stigmates, n'ont aucune chance objective d'accéder aux nouveaux logements sociaux qui sont construits dans ces quartiers, dans ces communes résidentielles périurbaines. Pour autant, le voudrait-il. Et c'est extrêmement compliqué à objectiver, mais voilà, là j'ai quand même quelques éléments assez probants qui montrent que ces discriminations sont assez fréquentes et courantes. C'est-à-dire qu'il y a plus de ménages des communes stigmatisées, pauvres, des grandes villes qui veulent aller dans les communes résidentielles périurbaines que ne veulent bien le dire parfois, a priori les élus, qui ont, vous savez, un discours très commun en disant finalement c'est pas bien pour eux parce qu'ils vont pas trouver les services sociaux dont ils ont besoin, etc. Alors ça c'est une façon aussi de juger les pauvres, c'est une façon de dire ce dont ont besoin les ménages et pourquoi ils viennent dans ces communes. Donc voilà, je pense que la ségrégation sociale, le problème c'est plutôt la question effectivement de la discrimination qu'il y a derrière, la question des droits aussi bien sûr, la question de quelle est la situation de logement objectif des ménages, ça c'est un problème. Après la ségrégation spatiale c'est un autre problème. Sur les mesures probablement qui pourraient être prises, on voit que pour lutter contre ces discriminations, probablement qu'il faudrait passer par des mesures de discrimination positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chartes de peuplement, les politiques de peuplement, la seule chose qu'elles ne mentionnent pas, et c'est par hasard, c'est parce que c'est le résultat des deals et des compromis politiques des maires, c'est de faire une priorité dans l'accès au logement l'origine géographique des ménages. C'est-à-dire que si vous ne donnez pas des points aux ménages qui viennent des communes stigmatisées plus que les ménages issus de la commune, vous ne pouvez pas renverser la discrimination dont ils sont l'objet. Donc si on voulait limiter cet effet de discrimination, je pense qu'il n'y a pas 50 politiques, c'est soit créer une politique des droits universels, soit des politiques de discrimination positive. Et au Canada, au Québec, je dirais c'est un peu plus simple peut-être, c'est la solution de politique publique, c'est créer du logement social. Parce que le problème, c'est que ces politiques de coopératives de logement, j'ai pas trop eu le temps de le dire, mais elles ont vocation à se substituer à la création de logement social de droit commun, puisqu'il n'y a plus de logement social de droit commun depuis que depuis que le gouvernement fédéral, donc ça dépendait de financement fédéral, depuis 1994, il n'y a plus de nouveaux logements sociaux. Et on voit bien que, en faisant semblant de s'adresser au même public, en fait, les logements de coopératives et les logements sociaux ne s'adressent pas du tout au même public. Et donc, les problèmes de logement des publics qui n'ont pas accès aux coopératives, ils se retrouvent dans le parc privé, sachant qu'on a une situation au Québec et notamment à Montréal où il y a 60% de parcs locatifs privés. Donc de logement. Donc ça veut dire que les problèmes de logement les plus dramatiques, on les retrouve pour les primo-arrivants, pour les migrants dans le parc privé. Donc il faut faire plus de logement social en fait. Et arrêter de dire que les coopératives vont s'adresser aux mêmes personnes. La parole est à la salle. Virginie Batellier du PUCA. Je me demandais si derrière, sous couvert de mixité sociale, il n'y avait pas aussi un impensé qui est que fait-on des ménages pauvres? Comment les loge-t-on dans la ville ou dans la métropole? Et finalement,
il n'y a pas vraiment... Enfin, à la fois sont affichées des politiques antidiscriminatoires, mais derrière, les différents acteurs n'ont pas vraiment cette volonté. C'est ce qui apparaît dans les politiques de peuplement au niveau des logements sociaux, du contingent préfectoral. Bon, en fait, on ne veut plus des pauvres dans la ville. Donc, c'est un peu... je ne sais pas comment résoudre cette question. Est-ce que je peux répondre? En fait, il me semble, si je regarde le cas de Varsovie, simplement, si promoteur immobilier peut vendre le logement neuf construit à des prix plus élevés, pourquoi il va vendre ces logements aux populations modestes? Donc, dans le cas de Varsovie, la réponse est claire. Ce sont peut-être pas les autorités locaux qui veulent reloger ou reléguer la population modeste ailleurs, mais simplement le promoteur immobilier bénéficie de cette situation que ils peuvent investir. Il y a toujours des espaces à bâtir qui se trouvent dans les limites administratives de la ville de Varsovie. Donc, ce sont promoteurs qui bénéficient de cette possibilité. Mais d'autre côté, il y a un élément très, très important que dans le cas de la Pologne, dans le budget de l'État polonais, il y a très peu d'argent qui sont consacrés à la question de l'habitat. Donc, quand je parlais avec le responsable de l'habitat dans la mairie de Varsovie, je demandais pourquoi ils construisent peu de logements municipaux à Varsovie. J'ai reçu la réponse oui, mais en général, la politique nationale est en faveur de créer l'infrastructure technique, l'infrastructure routière, mais les problèmes de logement ne sont pas réglés même au niveau de l'État. Et puis, ça superpose aussi sur les objectifs qui sont pris par les politiques publiques qui opèrent à l'échelle de la ville. Donc, au moins, c'est une réponse pour le cas polonais. Juste ce que vous disiez sur les pauvres, effectivement, c'est quoi la place des pauvres en ville? En même temps, je pense, en tout cas, moi, mon travail m'a invité à réfléchir à cette catégorie de pauvres, parce que c'est bien ce qui se joue, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les pauvres dont on ne veut pas. Et donc, par contre, ce qui se joue, c'est vraiment aussi des formes de catégorisation, et ça nous invite aussi à réfléchir aujourd'hui quels sont les sous-groupes et comment se composent aujourd'hui les classes populaires. Parce que on voit bien aussi qu'une des limites de ça, c'est que la définition, le cadrage sur la question du nombre de logements, des logements qui sont accessibles en fonction de niveau de ressources, tend à laisser penser qu'en fait, une fois qu'on a acquis, c'est pour ça qu'il y a de l'invisibilité, une fois qu'on est dans le plafond de ressources, en quelque sorte, on est pauvre du point de vue du logement social et on peut accéder à ce logement de manière légitime. Et donc, vous voyez, le problème, c'est qu'il reste beaucoup trop de monde à trier. C'est-à-dire que quand dans une commune, je veux dire, il y a 30% de gens dans une commune riche qui, de par leurs revenus, peuvent accéder au logement social, ça veut dire que ça laisse une latitude pour ensuite apprécier quels sont les bons pauvres et les mauvais pauvres qui est extrêmement grande. Et donc, c'est ça le problème, c'est que probablement la conception de la pauvreté fondée essentiellement sur le revenu, ce qui est le cas aujourd'hui en France, et qui ne prend pas en compte d'autres formes de ressources ou de stigmates, en fait, laisse énormément de latitude, encore une fois, à ceux qui sont moins pauvres pour juger les pauvres. Et donc, soit on va plus loin dans la différenciation des groupes, soit on universalise. Et on fait disparaître, on crée des droits qui émancipent du jugement. Parce que sinon, on est toujours confronté à cette question de la catégorisation des mauvais pauvres et des bons pauvres, qui, encore une fois, est la tendance lourde, en fait, dans les politiques publiques, sociales. C'est ce qui se passe dans les opérations de rénovation urbaine avec le financement du logement. On a les PLAI d'un côté, où là, vraiment, c'est une portion congrue de logement PLAI. Donc ça, on n'en veut pas de ces pauvres-là. Ouais, donc ils vont aller loger où, ça, on n'en sait rien. Et puis, il y a les autres types de financement pour les gens.
Et on le voit très bien dans les données, hein. C'est juste qu'on voit très bien que le logement social qui est produit dans les communes résidentielles périurbaines, riches, n'est pas du tout le même que le logement social qui est produit ailleurs. Et les ménages qui sont dedans ne sont pas du tout les mêmes non plus. Alors, encore une question. Marc Jaouen du PUCA à nouveau, désolé de truster la parole. Pour modérer un peu ce que vous venez de dire au sujet des bons pauvres, des mauvais pauvres, il me semble que le niveau moyen d'un loyer à Paris, dans le parc privé, c'est entre 20 et 25 euros le mètre carré. Le niveau moyen d'un loyer HLM, c'est en dessous de 10, ou c'est aux alentours de 10. Alors le problème, c'est quand même que même s'il y a différentes catégories de pauvres, le problème, c'est que si on ne rentre pas dans les fourches codines, eh ben, le gap, la marche est très haute à franchir. Hein. Donc je ne sais pas s'il y a de la légitimité d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, les gens, individuellement parlant, ils sont tous prêts à prendre du logement social à Paris. Enfin, si on leur propose, moi j'ai un neveu qui gagne 2 000 € par mois et il passe la moitié de son salaire dans le loyer. Donc, voilà. Mais vous êtes au cœur du problème, moi, je trouve, qui m'intéresse maintenant, en fait. C'est qu'il y a plein de bonnes raisons légitimes de discriminer. Vous voyez, les gens dans les coops à Montréal, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent, mais nous, il y a un risque financier, la coop, elle repose sur nos trucs. On ne peut pas prendre quelqu'un quand on n'est pas sûr du loyer. Puis elles nous disent, une coop, c'est autogéré. Donc si quelqu'un n'est pas capable de faire des démarches administratives, on ne peut pas le prendre. Et je veux dire, moi, je ne peux pas dire que ce sont des mauvaises raisons. Le problème, c'est s'il n'existe que ce mode d'accès au logement, comme à Paris. C'est-à-dire que s'il n'existe que des logements sociaux en nombre insuffisant, de fait, on crée des opportunités de discrimination légitime. Et c'est un peu ce qui se passe dans les communes résidentielles. Les maires, ils ont beau jeu de dire, effectivement, il y a tel ménage qui divorce, il y a tel couple qui décohabite, il a de bonnes raisons de demander un logement social. C'est vrai, mais sauf qu'encore une fois, il ne faut jamais oublier qu'il y a d'autres personnes qui n'ont aucune chance, qui n'auront jamais ce logement. Bien, donc on va clore cette table. J'ai des instructions donc, de notre responsable. Et donc, on va donc maintenant aborder donc, la dernière thématique de la journée, donc, qui va être consacrée aux minorités. Et donc, j'appelle à la tribune, si on peut dire, donc, nos deux derniers intervenants. Merci beaucoup donc, à Fabien et à Magdalena.